même si nous avons remarqué qu'il y a eu un « ah » à l'arrivée de notre dernier collègue, et pas pour nous, ce qui est assez vexant. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour des résistances africaines, vaste terme qui peut recouper de nombreuses acceptions en fonction de qui résiste, à quoi on résiste, où on résiste. Et nous l'avons circonscrit, cette résistance, à des formes de protestation dont le but est de remettre en question des modèles de gouvernance. On pense bien sûr à l'actualité avec une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale qui ont été perpétrés par des militaires contre des régimes jugés incapables de mettre en place des gouvernements réellement efficaces. Et dans ce contexte, effectivement, des militaires ont compris qu'ils pouvaient s'affirmer en tant que force politique tout en se présentant comme un moindre mal par rapport à des gouvernements défaillants. Mais la résistance, ce sont aussi les contestations populaires des sociétés civiles contre des pouvoirs afin de défendre les droits et les libertés. Et ça n'est pas nouveau sur le continent africain. Ces résistances populaires émaillent de nombreux États du continent depuis facilement plus d'une décennie, presque 20 ans, même avant les printemps arabes, que parfois on a pu présenter comme une crête dans cette vague de contestation. On parle d'une troisième vague de contestation, finalement, sur le continent africain. La première recoupe les soulèvements nationalistes des années 50, la suivante, le milieu des années 80-90, à la suite des mesures d'austérité des institutions financières internationales. Et donc, on a cette troisième vague, avec en tête des mouvements comme les parlementaires debout à Kinshasa, les longues tables en Ouganda, Y en a marre au Sénégal, ou encore les ballets citoyens, donc une série de mouvements de la société civile. Et pourtant, bien que ces mouvements existent depuis longtemps sur le continent africain, l'Afrique a largement été ignorée dans les débats sur les vagues de résistance des peuples ou des populations, comme on a dit ce matin, dans le monde. Alors, un silence qui s'explique parfois aussi par les images ou les préjugés qu'on a sur le continent africain. Et pourtant, ces manifestations existent bien. Ces manifestations, oui, existent bien. On va en parler aujourd'hui. Nous allons donner justement la parole à des analystes, à des observateurs, à des gens de la société civile, justement, qui ont parfois participé, observé ces mouvements. Alain nous disait que la résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Et c'est donc de citoyens, de liberté, dont il est question aujourd'hui et cet après-midi en particulier. Pour cela, nous sommes aujourd'hui avec Didier Awadi. Il y a 30 ans, il lançait le mouvement Positive Black Soul. Et en 2023, il est toujours le précurseur du rap français, du rap africain francophone. Il est toujours là. Il continue d'interpeller les pouvoirs, notamment avec un nouvel album dont le titre aurait pu même être celui de cette table ronde, finalement. Je vais éviter de le faire en chantonnant. Quand on refuse, on dit non. Et depuis plus de 30 ans, finalement, c'est tout votre parcours, tous vos titres qui sont des hymnes à la résistance, aux luttes, et qui font de vous aussi un artiste engagé. Newton Ahmed Barry, vous êtes journaliste, d'abord dans le public au Burkina Faso, puis en indépendant. Vous tenez toute une chronique sur Facebook de la transition au Burkina Faso. Vous avez été président de la CENI au Burkina Faso. Vous avez reçu de nombreux prix de lutte anticorruption. Et vous êtes membre de plusieurs organisations de défense des droits humains. Et votre résistance, votre liberté d'expression vous ont aussi valu des menaces de mort. Niagale Bagayoko, vous êtes présidente de l'African Security Sector Network, chercheuse, diplômée de Sciences Po. Vous êtes une infatigable analyste de la situation en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, au Sahara, de toute la situation en Afrique de l'Ouest, sur le continent africain, que vous parvenez à nous faire vivre, à nous faire exister, à nous faire comprendre simplement des choses qui sont très complexes et à les rendre accessibles au public. Et c'est particulièrement important comme geste citoyen aujourd'hui. Et enfin, Drissa Traoré, résistant lui aussi, spécialiste des droits humains. Depuis 2022, vous êtes le Senior Programme Officer en charge du Sahel
au bureau africain de la Fédération internationale pour les droits humains, où vous couvrez le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Nous sommes là face à différents profils et on va essayer de comprendre avec vous justement, déjà tout simplement, c'est quoi la résistance, les résistances aujourd'hui en Afrique. J'ai commencé en disant qu'il y avait eu plusieurs coups d'État sur le continent africain, donc dans un contexte finalement de rétrécissement du champ politique, de recul démocratique. Eh bien, contre quoi faut-il résister aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Ou je devrais dire les Afriques, parce que du coup, on va être très Afrique de l'Ouest. Contre quoi faut-il résister? Comment se manifestent finalement, s'expriment les résistances aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Qui veut prendre la parole en premier? C'est le plus dur. Le dernier arrivé? Là, c'est la pop culture qui est une résistance, et depuis très longtemps. Donc, la question c'est comment s'exprime aujourd'hui la résistance? Contre qui on doit résister aujourd'hui? Contre qui résister? Ça dépend de où est-ce qu'on est déjà. Nous, à Dakar, on a résisté pendant longtemps au parti unique. Il y avait un parti unique qui était là depuis qu'on est né jusqu'à l'an 2000. Il y avait un seul parti. Donc, il fallait résister à ça et proposer autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé. On a fait un groupe qui s'appelle Positive Black Soul. On était dans l'engagement. On a tout fait pour que, justement, il y ait un pluralisme, qu'il y ait beaucoup de gens qui se proposent, que les jeunes aillent voter parce que, voilà, il faut résister aussi à ce qu'on appelle, nos anciens appelaient ça l'impérialisme. C'est toujours ça, mais aujourd'hui, les gens ont tellement chargé, les populistes ont chargé l'impérialisme que j'ai même du mal à le dire. Et pourtant, ça existe réellement. Le néocolonialisme, comment tu vas? Aussi, voilà. C'est des choses qui existent. Et quand on en parle, on nous dit non, c'est dépassé, ce n'est plus d'actualité. Résister à tous les modèles qu'on veut nous imposer en nous disant voilà le modèle, voilà la manière de réfléchir, alors qu'on n'a pas envie qu'on nous dicte un modèle. On est assez mûr pour qu'on... Voilà, on n'a pas envie qu'on nous dise comment réfléchir, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, voilà, on t'impose des modèles de société, même sur ta sexualité, on t'impose un modèle, sur ton régime matrimonial. Quand toi, tu as envie d'avoir 2, 3 femmes parce que ta société le permet, on te dit non, c'est pas bien. Par contre, si 2 femmes peuvent se marier, 2 hommes peuvent se marier, ça, c'est logique. Ok, tu dis 2 femmes peuvent se marier, c'est logique. Avoir 2 femmes, c'est pas logique. C'est des modèles. Donc, on nous impose jusqu'à notre sexualité. Donc, nous, on se bat contre tous les modèles qu'on va nous imposer et on essaie de faire passer aussi nos idées. Donc, c'est très vaste. Je peux continuer jusqu'à demain. Voilà, on s'est battu aussi, on résiste aussi aujourd'hui à un nouveau populisme un peu partout. Voilà, on aimerait qu'on prenne position. Est-ce que tu es pro-russe ou tu es pro-occidental? J'ai dit, moi, je suis pro-africain. Et ne m'impose pas d'être pro quoi que ce soit. J'ai pas envie que tu m'imposes. C'est bizarre. J'ai pas envie que tu m'imposes d'être pro tel ou tel. Accepte, souffre que je sois pro-africain. Tout simplement. Bon, bref, on peut continuer jusqu'à demain. On va le faire. Et on va continuer. Vous avez été dans le champ politique, vous avez essayé d'intervenir aussi dans le champ politique. Comment aujourd'hui on peut résister au Burkina Faso? Je ne suis pas intervenu dans le champ politique, j'ai régulé le champ politique. En tant que président de la commission électorale, j'ai régulé le champ politique, et notamment la dernière élection de 2020, que beaucoup avaient qualifié d'élection relativement démocratique, parce que le président qui en est sorti a eu 57% des voix, et son opposant immédiat est venu le féliciter. Il est même rentré dans son gouvernement. Donc on peut considérer, selon les normes, par rapport donc aux élections, que c'est l'une des élections qui n'est pas très mauvaise. Maintenant, comment on résiste? Si je prends le Burkina Faso, en 2 décennies, c'est-à-dire de 1998 à 2022, on a eu 3 insurrections. C'est-à-dire que tous les débuts de décennie,
chez nous au Burkina, on a en quelque sorte une insurrection. À la fin des années 90, notamment en 1998, il y a eu une première insurrection contre l'assassinat. En fait, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo n'a été que l'étincelle qui a donc mis le feu aux poudres, parce que les gens commençaient à en avoir marre d'une démocratie qui n'en était pas une, avec une personne qui, de droit, se considérait évidemment non plus président du Burkina, mais roi du Burkina Faso. Puisque depuis qu'il a assassiné Thomas Sankara, il s'est labellisé démocrate à partir des années 1990 et il ne voulait plus en partir. Mais si vous regardez un peu, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi, quand on parle des résistants, regarder un peu le profil des insurgés, regarder un peu la rhétorique qui est utilisée, et regarder aussi les relations de partenariat qui se dégagent, ou qui, en tout cas, qui accompagnent les insurrections. Et nous en avons eu 3. Dans la première insurrection, comme je dis, c'était une insurrection de refus de bâillonnement de la presse et de la liberté, et le respect de la vie humaine, parce qu'on en avait déjà gros sur la patate avec l'assassinat de Thomas Sankara. Avec l'assassinat du journaliste, évidemment, la vase a débordé. Il y a eu une deuxième insurrection à partir de 2011 et qui a culminé en 2014, et qui a donc, avec aussi une nouvelle société civile, avec le ballet citoyen, parce qu'en 1998, il y avait la société civile, mais c'était les syndicats, et une vieille société civile qui correspondait évidemment à une autre époque. Et à partir de 2010, il y a une nouvelle société civile qui fait jour avec de nouvelles exigences, et avec évidemment aussi une autre façon avec les artistes, parce que, comme Awadi, il y avait au niveau de l'insurrection burkinabé de 2014, des artistes comme Smokey, comme Sams Kaleja, qui étaient donc évidemment imprégnés de la musique reggae et de différentes musiques qui sont des musiques de protestation. Et cette insurrection-là était une insurrection d'obligation d'alternance de la démocratie. Blaise Compaoré avait fait près de 27 ans, il voulait encore se représenter, il voulait changer la constitution. Donc il y avait une insurrection pour le respect de la démocratie, le respect de la constitution et l'obligation de l'alternance. Et enfin, il y a la dernière insurrection qui a commencé en janvier 2022, qui, elle, en fait, est une insurrection de désespérés. Des gens, avec l'avènement du terrorisme, les populations se sont retrouvées dans une situation où il n'y avait plus de solution. Les politiques ont échoué, les militaires ont échoué, et il y a eu une émergence d'une autre société civile, si on peut l'appeler comme ça, qui n'est plus celle des Awadi, qui est sur un autre registre. Donc, des gens qui sont un peu hors circuit, qui n'ont pas connu le moule de l'école publique, qui se sont formés donc souvent à l'école coranique, comme je dis, qui passent la journée à Dubaï, à Shanghai, et qui dorment à Riyad. En fait, en quelque sorte, parce que voilà des éléments nouveaux qui interviennent et qui reposent les résistances chaque fois sous un autre angle, avec d'autres éléments évidemment pour lesquels on pourrait, si vous voulez, discuter. Merci. Oui, c'est ce que... Merci beaucoup. Alors moi, je reste dans mon domaine précis en parlant un peu des répercussions sur les questions des droits humains. Et peut-être je ne vais pas trop parler de dimension politique de ces résistances, mais je dirais que déjà dans la zone du Sahel, en moins de 2 ans, nous avons connu 6 coups d'État, dont 2 au Mali, 2 au Burkina, 1 au Niger et 1 au Tchad. Et sur fond, bien sûr, d'insécurité, insécurité elle-même marquée par l'insurrection armée de la part notamment des groupes fondamentalistes ou djihadistes, et avec comme dénominateur commun
les violations graves des droits de l'homme, y compris des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et là, dans ces contextes-là, nous avons assisté effectivement à ces coups d'État, des coups d'État qui, en tout cas officiellement, invoquent des prétextes liés notamment à l'impérialisme, notamment à la présence française, et les coups d'État qui invoquent aussi surtout la faillite des élites politiques, avec notamment la démocratie qui, pour certains, a montré ses limites, et une démocratie qui, pour beaucoup de gens, ne correspond pas à la façon dont nous voulons être gouvernés, et ce qui fait que dans ces pays, plus particulièrement au Mali, on accorde, si je dis on, je parle du citoyen lambda, le citoyen lambda n'accorde plus de crédit aux politiciens. Et alors, il ne faut pas être étonné de voir que les militaires soient considérés comme des sauveurs, d'où effectivement cette effervescence de soutien à l'endroit des militaires. Alors, et l'autre forme de résistance, c'est aussi pour nous, étant défenseurs, c'est comment minimiser et surtout comment arrêter les effets néfastes de ces coups d'État, comment arrêter également les effets néfastes de ces politiques les politiques basées sur le multilatéralisme. Et dans un premier temps, pour contrer les effets néfastes des coups d'État, c'est de s'assurer que l'espace civique et démocratique n'est pas rétréci, mais malheureusement, dans le contexte des coups d'État, donc l'espace civique est rétréci comme peau de chagrin. Et de l'autre côté, en ce qui concerne les effets néfastes des politiques mondiales, pour ne pas dire l'impérialisme et le néocolonialisme, c'est aussi notre mission, c'est plutôt de veiller à ce qu'il peut y avoir aussi une sorte d'équité, n'est-ce pas, dans les relations internationales, ce qui n'est pas d'ailleurs possible. Mais malheureusement, à la fin, on se rend compte que la politique de 2 poids 2 mesures, qui est matérialisée par le choix des bons coups d'État et les choix des mauvais coups d'État, Nyagalin certainement en parlera, a pour conséquence d'agrandir les fossés entre non seulement l'Occident et les pays du Sahel, mais aussi entre l'Occident et l'opinion du Sahel. C'est pourquoi on n'est pas étonné de voir aujourd'hui qu'au Mali, même si je ne suis pas forcément d'accord, qu'il y a un sentiment très très poussé anti-français, sinon anti-politique française, il faut le dire, parce que les citoyens maliens aiment les citoyens maliens et les citoyens français. Et la solution pour nous, elle ne viendra pas du ciel. Et il faut, en tout cas, en ce qui nous concerne, veiller à ce que les politiques internationales puissent tenir compte aussi de l'opinion. Même si cette opinion, d'un autre point de vue, peut être manipulée, mais il est essentiel que toute politique, qu'elle soit nationale ou internationale, soit reposée sur les vues et surtout les besoins des populations locales. Tel n'est pas le cas depuis les politiques d'ajustement structurel. Et c'est pourquoi on n'est pas étonné de voir cette épidémie de coups d'État avec sur fond d'insécurité, bien sûr. Je m'arrête là pour l'instant. Peut-être aussi préciser, parce que je me rends compte aussi qu'on a beaucoup de lycéens, de jeunes dans la salle, on n'étudie pas forcément énormément le continent africain au lycée. Donc ici, on parlera beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Moi, j'aime à dire qu'il faut dire les Afriques. Il y a des dynamiques différentes sur tout le continent africain, même si, bien sûr, il y a aussi des choses communes, une histoire commune sur certains points. Donc, il y a des dynamiques qui se retrouvent, mais on est vraiment sur les Afriques. Et là, une certaine Afrique, une Afrique de l'Ouest. Et les coups d'État ont concerné beaucoup des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale côtière ces derniers temps. On retrouve moins dans d'autres endroits. Mais c'est vrai, comme en France, parfois, on entend parler du continent africain souvent pour nous expliquer des guerres, des famines ou des coups d'État. Il faut rappeler à nos jeunes qu'il se passe aussi plein d'autres choses. Il n'y a pas une histoire unique, comme disait Chimamanda Ngozi Adichie. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce continent. Et on va aussi aller sur des aspects positifs dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord demander à Niagalé Bagayoko, concernant ces coups d'État qui ont eu lieu ces derniers mois, années dans cet espace, comment faut-il les voir ? Quand on est de France,
et je fais l'avocat du diable, hein, quand on est de France, oh là là, on perd nos partenaires sur le continent africain, ce sont les Russes qui sont derrière cela. On a tendance à oublier qu'il y a des acteurs africains, en sciences politiques on dit qu'ils ont une agency, enfin voilà, ils ont aussi leur propre politique. Et finalement, est-ce que ces coups d'État ne sont pas aussi un facteur de cette transition qui, comme je le disais en introduction, ont débuté au début des années 2000 ? Alors, il y aura peut-être un rétrécissement, effectivement, de la sphère démocratique, etc. Mais comment les lit-on ? Que sont-ils, ces coups d'État ? Merci beaucoup. Alors, d'abord, bien entendu, il faut toujours analyser chaque événement politique dans son contexte propre et éviter les généralisations qui apparaissent évidentes au premier regard. Bon, d'abord, ce qui frappe, cela dit, c'est que la plupart d'entre eux se sont produits en Afrique francophone. 6 sur les 7, il y a eu 7 coups d'État, hein, quand même pour le public, il faut rappeler lesquels. Tout commence avec le coup d'État au Mali en août 2020 et se poursuit avec ce qui, selon moi, a été le véritable tournant. Hein. C'est le coup d'État du Tchad, qu'on ne reconnaît pas comme tel. Quand je dis « on », c'est plusieurs types d'acteurs internationaux qui valident en réalité, parce qu'ils ne s'y opposent pas, cette prise de pouvoir par les armes qui est totalement inconstitutionnelle, mais qui est dans la continuité du pouvoir précédent. C'est-à-dire qu'au Tchad, c'est le président Idriss Déby qui est mort de manière totalement inattendue, alors que c'était un acteur absolument essentiel à la fois de la scène en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest, et un partenaire essentiel de la France notamment, qui a des troupes stationnées dans le pays, non pas seulement depuis le début de son engagement dans la lutte contre le djihadisme, qui ne porte pas justement sur le Tchad. En ce qui concerne la France, hein, il y a des groupes djihadistes aussi au Tchad, mais la France n'intervient pas sur ce volet-là, mais le Tchad a été l'un de ses alliés. Mais il faut savoir que la France est engagée au Tchad depuis des décennies et qu'elle avait des troupes stationnées de manière dite provisoire, mais qui était en fait permanente. Donc ce coup d'État intervient et la France est le premier acteur à reconnaître que le président Déby décédé, donc sur le front, hein, contre une rébellion politico-militaire qui n'a rien de djihadiste, et elle prend acte du fait qu'un comité militaire de transition, CMT, son l'acronyme, est mis en place avec à sa tête le fils du président décédé. Donc non seulement on a prise de pouvoir militaire, mais on a transition dynastique également. Mais plus grave, à mon avis, que la position française, c'est la position de l'Union africaine, c'est-à-dire la garante de l'état de droit et de la gouvernance démocratique sur le continent, tout simplement parce que les textes dont elle s'est dotée depuis le début des années 2000 l'engage à assurer l'interdiction absolue de toute accession non constitutionnelle au pouvoir. Et là, pour la première fois de son histoire, l'Union africaine n'adopte pas de sanctions contre le Tchad. Et je pense que c'est un tournant absolument majeur qui a ouvert la boîte de Pandore et on a vu immédiatement après s'accélérer les coups d'État. Le suivant, c'est celui du Soudan, dont on parle peu, qui est particulier en ce qu'il s'inscrit dans une dynamique de transition. Il y avait un partage du pouvoir entre les civils et les militaires. Donc les militaires ont d'abord exercé le pouvoir et étaient entendus avec un Premier ministre civil et étaient entendus qu'ensuite le pouvoir reviendrait intégralement aux civils. C'est le moment, 2 mois après cette décision de l'Union africaine, où les militaires disent non, il n'y aura pas de transition civile. Nous, on prend le pouvoir. C'est même militaires qui aujourd'hui s'affrontent les uns entre les autres. Les 2 cas du Tchad et du Soudan, pour moi, sont différents des 5 autres cas que je vais aborder très brièvement, en ce qu'ils se font contre les opinions publiques.
au prix du sang des opinions publiques, avec des massacres de populations qui s'opposent à l'accession au pouvoir de ces juntes militaires. Il y a une répression féroce au Soudan, avec une mobilisation, une résistance admirable de la population soudanaise, avec un nombre de morts pour défendre la démocratie, l'état de droit. Et il ne faut pas oublier qu'au Tchad, il y a à peine un an, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Et quand Drissa parlait de ces prises de position, notamment internationales à géométrie variable, il y a eu assez peu de condamnations, quasiment, enfin des condamnations très discrètes de la répression qui a eu lieu au Tchad. Ensuite, tout s'est enchaîné. Il y a eu un deuxième coup d'État au Mali. Au Mali, on avait instauré une transition qui était de façade, mais quand même qui était conduite par des civils. Là, les civils sont vraiment renversés, marginalisés. Il n'y a plus que des militaires au pouvoir et dans toutes les arcanes de l'appareil d'État. Ensuite, il y a le coup d'État en Guinée. Et enfin, il y a les 2 coups d'État au Burkina Faso. Ça, c'est pour l'année 2022 et 2023. Vous avez les 2 coups d'État de cet été, c'est-à-dire au Niger. Et enfin, au Gabon, ce qui prouve que la dynamique s'étend aussi vers le cœur de l'Afrique centrale. Et ces 5 derniers coups d'État que je viens de mentionner, eux, bénéficient d'un très fort soutien populaire, d'une adhésion populaire qui, moi, me suggère une vague que je qualifie à la fois d'autoritaire, de nationaliste et de conservatrice, parce que enfin, en tout cas, sur l'expérience, le recul qu'on peut en avoir pour le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, c'est encore trop tôt pour le dire sur le Niger et le Gabon, mais le Niger prend quand même la même trajectoire, c'est-à-dire avec des militaires qui incarnent la volonté d'émancipation par rapport à un ordre démocratique libéral imposé de l'extérieur, à la fois par des partenaires occidentaux et par des organisations multilatérales, et la volonté d'affirmer une fierté nationale, un patriotisme qui ferme les yeux sur les pratiques attentatoires à la liberté de ces nouveaux régimes militaires, qui en effet ferment toute liberté d'expression, toute possibilité d'analyse ou de regard critique sur leurs pratiques, avec un assentiment généralisé, il faut vraiment le dire, et c'est ça qui est très préoccupant, mais aussi un très fort conservatisme d'un point de vue sociétal. Didier parlait de cette question des LGBT, c'est une question qui est extrêmement sensible en Afrique depuis toujours. Et donc, pour terminer et répondre à ta question sur le rôle des puissances extérieures, oui, on dit toujours c'est la Russie qui est derrière ces coups d'État. Bon, d'abord, elle n'est absolument pas derrière ces coups d'État. Elle s'est intégrée très facilement, notamment au Mali, où elle avait une tradition de présence depuis l'indépendance. Il faut savoir que l'ancien colonisateur français avait été chassé au profit d'une coopération avec l'ex-URSS qui a duré jusqu'à la chute du mur, en fait, des années 90. Donc c'est un retour de la Russie. Ce n'est pas une arrivée de la Russie. C'est différent de la République centrafricaine où, oui, c'est un nouvel acteur. Mais ceux qui voient la main de la Russie partout, notamment côté français, moi, me rappelle exactement le discours des panafricanistes, notamment des néo-panafricanistes en tout cas, que l'on voit aujourd'hui, ou d'un certain nombre de gouvernements qui voient la main de la France partout. Et à mon sens, c'est une approche extrêmement insultante pour les Africains, parce que les Africains... Non, pour les Africains, ces approches tendant à voir la main extérieure, qu'elle soit celle de la France, qu'elle soit celle de la Russie, qu'elle soit celle des États-Unis, qu'elle soit celle de la Chine, ça suggérerait que les acteurs africains ne sont que des marionnettes. Mais non, les acteurs africains ne sont pas des jouets aux mains d'une volonté extérieure qui les manipulerait. Ils ont leur propre agenda politique, leurs propres intérêts et leur propre capacité à avoir des calculs opportunistes. Ils jouent sur les concurrences entre les différents acteurs. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est à la lumière du conservatisme et du nationalisme très fort que l'on retrouve aujourd'hui dans les sociétés africaines
qu'il faut lire l'attractivité qu'exercent des puissances qui constituent des repoussoirs côté occidental. Sur les questions sociétales, la Russie est très proche de ce rejet de toute liberté ou diversité en matière d'orientation sexuelle. Ça, on le retrouve. Mais on le retrouve aussi du côté des acteurs religieux. Le soft power aussi des puissances du Golfe. On parle toujours des djihadistes avec des couteaux entre les dents. Bon, d'abord, ils n'ont pas des couteaux entre les dents, mais en effet, il y a des acteurs islamistes armés violents, mais il faut savoir qu'il y a aussi des conservateurs religieux très influents au niveau des sociétés dans ces pays qui attirent. C'est un autre type de soft power. Et pour terminer, il n'y a pas que du côté de la religion musulmane. Le poids des mouvements pentecôtistes, évangélistes, etc., qui sont eux aussi très conservateurs et très importants à mentionner aussi, à mon avis, aujourd'hui. Et c'est ça qui explique l'influence croissante de ces acteurs alternatifs à l'Occident, à mon avis. Mais il est très important de comprendre que tous ces coups d'État militaires sont des conséquences des coups d'État institutionnels. Donc, au Mali, c'est parce qu'on a joué avec la Constitution que plus tard, il y a un coup d'État militaire. Que les militaires viennent, soi-disant, pour régler le problème. Vous allez en Guinée-Conakry, troisième mandat, au Burkina, tentative de troisième mandat de Blaise, et c'est là que ça commence à bouger. Donc, dans tous ces pays-là, au Gabon tout dernièrement, c'est quand un président veut s'éterniser au pouvoir qu'à un moment, il y a une nouvelle jeunesse qui dit non. Et donc, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi on refuse? C'est quand les gens veulent s'amuser avec la démocratie, parce que qui est, encore une fois, c'est un concept universel. Et nous aussi, on l'a intégré comme ça, c'est universel. Donc, quand les gens s'amusent avec la démocratie, à un moment, quand les peuples n'y arrivent plus, les militaires s'arrogent le droit de régler le problème. Mais comme Sankara a dit, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Donc imaginez un criminel qui n'est déjà pas éduqué, pas intelligent, qui prend le pouvoir et qui a beaucoup de force, c'est très dangereux. Donc on est face à tout ça et bon, à suivre. Pour faire une comparaison, et je prends mon rôle d'élargir aux autres Afriques, cette phrase de Thomas Sankara, vous avez en Afrique de l'Est et en une partie d'Afrique centrale beaucoup de guérilleros qui ont pris le pouvoir, en Érythrée, en Éthiopie avec Meles Zenawi à une époque, en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, etc. Ce ne sont pas toujours les plus grands démocrates. Effectivement, une fois le vêtement du guérillero s'enlever et le costume de l'homme politique porté, parfois ne pas accepter de consensus ou de négociation au sein de la guérilla, on le retrouve aussi quand ils sont au pouvoir. Et on a des régimes assez autoritaires là-bas, même si effectivement dans le cas de l'Éthiopie, ce n'est pas Meles Zenawi qui a créé un génocide, mais c'est celui qui lui a succédé. Permet d'en parler quand même un petit peu aussi. Qui a eu le prix Nobel de la paix pour les jeunes ici présents en 2018. Abiy Ahmed, Premier ministre d'Éthiopie, a eu le prix Nobel de la paix et aujourd'hui, il pourrait sûrement dans quelques années être accusé de génocide. Tu as ouvert effectivement le débat, on est sorti des questions véritablement internes, on est revenu sur les aspects constitutionnels, on a pu parler un peu de religieux, on a un petit peu parlé aussi des influences extérieures. Et ce que vous devez avoir en tête, c'est que depuis quelques années, on va dire que ça s'est accéléré avec l'intervention de la Russie en Ukraine. Vous avez une transformation de l'ordre international en cours. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses sur le continent africain aujourd'hui. Et ce qu'on voudrait aussi souligner aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les acteurs africains, on va vous le marteler, ne subissent pas. Ils ont leur stratégie, ils ont leur politique, ils choisissent aussi leurs partenaires. N'oubliez véritablement jamais ça. Moi, ce que je voudrais enchaîner là tout de suite, c'est que donc on a ces transformations, on a une résistance à certains impérialismes, on en a peut-être d'autres qui viennent ou reviennent sur le continent africain. Est-ce que chacun, dans vos métiers, dans ce que vous représentez, dans vos pays, vous pensez quelle Afrique va se dessiner? Est-ce que tout cela est une opportunité, c'est une transition, ou ça peut être inquiétant?
Pour des militants des droits humains, peut-être ce rétrécissement de la démocratie peut être inquiétant. Peut-être que d'autres penseront que c'est une transition justement vers une indépendance des peuples africains, donc un summum dans la résistance. Comment vous voyez, chacun à votre niveau, ces évolutions? Merci, c'est une question éminemment importante. Et je me dis, en tout état de cause, il est indispensable d'étudier les causes profondes de tout ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez tous ces pays, notamment c'est du Sahel, c'est des pays qui ont une forte tradition de coups d'État. Les Burkina, je crois, sont 8e, si je ne m'abuse, le Mali 5-6, le Niger 6, etc. Donc, et après chaque coup d'État, il y a une transition parfois, disons, militaire ou civile, mais qui aboutit à des élections démocratiques, à l'issue desquelles un président civil est élu. Et le plus souvent, on a vu des cas où le militaire a enlevé sa tenue de militaire, il s'est présenté. Donc on rentre dans une phase démocratique. Et après, le même président, il fait l'objet de coups d'État. Je prends l'exemple du Niger. Et la seule alternance que le Niger avait connue, c'était l'accession au pouvoir du président après Bazoum. Oui. Et lui, malheureusement, il n'y aura pas une deuxième alternance de suite. Donc, je me pose la question, est-ce que quand il y a ces coups d'État, on arrive à analyser les facteurs, et tous les facteurs, qu'ils soient internes ou externes? Et malheureusement pas. Malheureusement pas. Il y a des ferveurs souvent, comme il y a des contestations suite à des coups d'État. Mais on arrive à des élections et après, le même président démocratiquement élu est renversé. Donc, si on est pessimiste, on dira qu'on est dans une forme de cycle de coups d'État. Et que même après les coups d'État actuels, on aura des présidents démocratiquement élus qui seront renversés. Je suis optimiste, peut-être qu'ils seront renversés 5 ou 2 ou 3 ans après. Pour moi, l'une des clés, comme je l'ai dit, d'étudier les causes profondes. Surtout d'écouter ces populations-là. Quelle forme de démocratie l'opinion ou ces opinions veulent? Quelles valeurs, quels principes? Bien sûr, sans préjudice à certaines valeurs universelles. Et tant qu'on n'arrive pas à cela, on va, de mon point de vue, rester dans des coups d'État cycliques. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la manipulation. On va toujours dire que oui, c'est telle personne ou telle puissance qui est derrière ou voilà, ces coups d'État, ou c'est telle personne ou telle puissance qui a fait qu'on a fait ces coups d'État. C'est ce qui arrive aujourd'hui au Mali. C'est ce qui arrive aujourd'hui au Burkina et la même chose, le Niger est sur la même trajectoire comme Niakalea. Donc, je reviens pour conclure en disant qu'il est quand même important qu'on laisse les peuples africains décider de quelle forme de démocratie ils souhaitent, sans préjudice à certains principes universels, comme les principes relatifs aux droits humains. Tant qu'on n'arrive pas à cela, des coups d'État à un régime démocratique, on va rester dans un cycle et on n'en finira jamais. Bon, enfin, je voulais soulever juste un paradoxe avant de continuer sur les nuances qui me paraissent extrêmement importantes. J'ai vu au Mali qu'après 3 ans à batailler contre la démocratie ou la démocratie à l'occidental, la constitution actuelle qui est passée en référendum est en tout point conforme à la démocratie qui avait ou à la constitution qui a été balayée. Pire, on y introduit la criminalisation du coup d'État. Oui. Donc, c'est en fait, ça manque de base légale ou de reflet conceptuel des questions essentielles politiques. C'est la même chose chez nous. Par exemple, aujourd'hui, le jeune capitaine qui aura bientôt 1 an est en campagne pour une nouvelle constitution. Mais celui qui se dit Thomas Sankara, parce qu'il dit l'incarnation de Thomas Sankara. Thomas Sankara a été justement celui qui a révolutionné le code de la famille et des personnes, en considérant qu'une femme ne peut pas être dotée, parce que doter une femme, c'est la chosifier. Mais lui, il veut réintroduire la dot. Donc, c'est pour dire
qu'il n'y a véritablement pas de logique et que peut-être il faut regarder les choses au cas par cas. Si vous prenez le cas malien et le cas burkinabé, il y a des ressemblances, mais il y a des dissemblances. Si vous regardez la junte militaire malienne, elle n'est pas révolutionnaire et la rhétorique révolutionnaire ne vient pas dans leurs propos. Même, je n'ai pas une fois entendu ni le Premier ministre, ni le ministre des Affaires étrangères prononcer le mot impérialisme. Peut-être que je me trompe et je parle sous le contrôle de Traoré. Voilà. Mais en tout cas, pas comme au Burkina. C'est-à-dire au Burkina, 1, 2, 3, on est contre l'impérialisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on pense que la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre l'impérialisme. C'est même plus la peine d'aller sur le terrain affronter les terroristes, il faut affronter les impérialistes. Si on arrive à les vaincre, le terrorisme va disparaître. Donc, il n'y a pas d'élément, je veux dire, matriciel du point de vue conceptuel, d'un élément linéaire qui permet d'argumenter et de dire, du point de vue de la méthodologie, de la rhétorique et de l'idéologie, voilà les lignes de fracture. La question fondamentale, il n'y a pas plusieurs démocraties, il n'y a pas de démocratie à l'africaine, de démocratie en occidentale. C'est une valeur de gouvernance. Et donc, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de démocrates. Nous, notre problème en Afrique, on n'a pas de démocrates, on a des démocraties sans démocrates. Et ce qui fait que, malheureusement, on tourne et on revient toujours à la case départ. Moi, je suis chaque fois curieux. Quand quelqu'un me dit on veut une démocratie à l'africaine, je lui demande de me la décrire, comment il la représente. Mais personne ne peut le faire. Parce qu'il y a l'alternance à la démocratie, c'est la monarchie, ou c'est évidemment les coups d'État. Mais personne n'en veut non plus. Donc on est dans un dilemme ou dans des paradoxes qui sont difficiles à expliquer. Ce que je pense, nous en Afrique de l'Ouest, notamment dans le cadre de la CEDEAO, on avait fait une relative avancée du point de vue démocratique. Vers la fin, ou en tout cas au milieu des années 2010-2015, la majorité des États, les 15 États de la CEDEAO, étaient pratiquement gouvernés par des régimes élus. Il s'est passé que l'apprentissage de la démocratie, parce que c'est aussi très bref, n'oubliez pas aussi qu'il y a peut-être, les expériences n'ont pas plus de 20 ans. Dans la majorité des pays, il n'y a pas eu d'alternance. Moi, je regarde un peu l'histoire de la France. Jusqu'en 1958, on n'avait pas la démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui en France. Les femmes ont commencé à voter en France. En quelle année? Voilà. Mais s'il y avait eu des coups d'État perpétuels, je ne suis pas sûr que le processus se serait renforcé et serait allé en s'améliorant. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est la patience à donc améliorer les processus plutôt que de changer pour ce qu'on ne sait pas. Et donc, moi, c'est juste là, parce que quand vous prenez le Mali, en 2020, quand l'ensemble de la société, parce que c'est une vraie insurrection, quoi qu'on dise, en août 2020, c'est une insurrection qui a chassé Ibeka du pouvoir. Par contre, le coup d'État de Goïta, le deuxième, celui-là n'est pas une insurrection. C'est un vrai putsch. Chez nous, au Burkina, il y a eu une insurrection en 2014 qui a chassé donc le dictateur et qui a institué un système démocratique qui, quand commençait à marcher, mais nous avons eu une autre difficulté imprévue, qui est donc le terrorisme djihadiste, qui est venu, pour lequel ni nos militaires, ni nos politiques n'étaient préparés à faire face. Moi, je me rappelle encore qu'en 2016, quand Roch Marc Kaboré a été élu président nouvellement, très bien élu, la première des choses à laquelle il est confronté, c'est une attaque à Ouagadougou. Et les militaires n'étaient pas préparés, par exemple, à déjouer ce type d'attaque. Il a fallu faire appel à la France.
ce sont les militaires français, donc la force Sabre qui était basée à Cambouensin, mais non pas pour le Burkina, mais pour aider Barkhane qui opérait au niveau de Mali. Il a fallu que ces militaires viennent aider les militaires burkinabés pour évidemment neutraliser les 6 ou 7 terroristes qui avaient pris donc les hôtels, les boîtes de nuit en otage. Donc il y a cette question essentielle qui s'est greffée dans le processus de dévolution de la démocratie, notamment au Sahel, qui complique la chose. Mais on peut, à la vérité, celle-là aussi peut être relativisée. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez le cas du Niger, mais le coup d'État au Niger n'est pas un coup d'État parce que la démocratie a failli. Nul ne peut dire que Bazoum, aussi bien dans la gestion politique, c'est-à-dire la gouvernance, a failli. Mais il y a d'autres considérants qui se sont greffés, qui ne sont pas loin d'être des considérations ethniques. Bazoum fait partie d'une minorité et en face, un ancien président, celui avec qui il a travaillé, qui n'a pas accepté un peu, je ne sais pas, un remake de ce qui s'est passé au Cameroun avec Paul Biya et puis Ahidjo dans les années 80. Les gens ne s'en souviennent pas, mais sous un autre format. Donc, les situations sont complexes, différentes, et il faut les analyser. Et moi, je pense que ce n'est pas le lieu de dire que c'est la démocratie le problème. C'est vrai que c'est ce qui est mis en avant. La rhétorique dit, c'est la démocratie, ce sont les libertés, c'est etc., etc. Non, on a des difficultés qui se sont présentées dans la gestion et la dévolution du pouvoir qui n'étaient pas prévues et qui trouvent difficilement des solutions endogènes appropriées. Et même pour nos partenaires, qu'est-ce qu'on reproche à la France? On reproche à la France, avec tous les moyens qu'elle a, de n'avoir pas aidé à endiguer le terrorisme. En fait, le fond, le réel grief, c'est ça, puisqu'on ne peut pas comprendre qu'à Bamako, moins de 10 ans avant, la France a été accueillie comme un sauveur. Je me rappelle encore de François Hollande qui disait que c'était le meilleur jour de sa vie, etc., etc. Et quelques années après, on a des difficultés. Il y a des dynamismes internes complexes aujourd'hui autour des questions qu'il faut peut-être avoir suffisamment de recul pour aborder. Merci. Une question. Vous avez dit, et vous êtes fait applaudir sur le fait qu'il y a des démocraties, mais pas de démocrates. Et je pense que vous soulignez aussi une chose, il y a les gouvernements et il y a les opinions publiques. Il y a une jeunesse qui est très importante dans certains de ces pays du continent et en Afrique de l'Ouest en particulier. La pop culture, la musique s'adresse aussi aux populations, s'adresse à la jeunesse. Et ces valeurs démocratiques, ces valeurs d'indépendance, ce sont des valeurs que vous portez depuis plus de 30 ans. Comment sont perçus, comment vous percevez ces événements actuellement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que ces jeunes, ils voient ça comme un rétrécissement de la démocratie, ou ils voient qu'il y a des opportunités, qu'il va y avoir des changements, que c'est une transition? Est-ce que vous arrivez à percevoir ça? Et est-ce que par la musique, vous pouvez apporter ces valeurs? Est-ce que vous sentez qu'elles s'imprègnent, qu'elles s'approprient? Ok. Nous, on a utilisé la musique comme un alibi pour dire des choses beaucoup plus importantes que la musique. On a utilisé la musique pour faire passer ce combat pour la démocratie, pour les alternances. On a utilisé la musique pour combattre contre le sida. On a utilisé la musique pour combattre même par rapport au coronavirus, tout ça. Donc, la musique pour nous, c'est un outil de combat. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui sont au pouvoir se sont abreuvés de notre musique. C'est des fans, c'est des gens qui nous témoignent beaucoup de respect. Oui, ils se sont beaucoup abreuvés de tout ce qu'on a dit dans notre musique, parce qu'on a défendu les idées de grands penseurs, de grands politiciens, tels les Sankara, les Kwame Nkrumah, les pères du panafricanisme. Et toutes ces idées, les idées de Fanon, de Malcolm X, tout ça, toutes ces grandes idées, qu'elles soient de la diaspora ou sur le continent, mais qui sont des idées progressistes, on les a utilisées dans notre musique.
aujourd'hui, ces mêmes personnes qui utilisent ces idées, on voit qu'il y a une nouvelle façon de définir ce que le panafricanisme. Nous, on se bat pour le panafricanisme. Mais on voit aujourd'hui un populisme que les gens veulent dénommer panafricanisme. C'est pour ça tout à l'heure, voilà. Et il faut faire très attention. Nous, notre génération, on ne reconnaît pas tout ce qui se réclame du panafricanisme comme tel. On trouve que c'est des gens qui utilisent le panafricanisme pour leur intérêt propre, pour aller le vendre à d'autres puissances. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai populisme. Autant en Europe, il y a beaucoup de nationalisme. Chez nous aussi, il y a ces mêmes nationalismes. C'est exactement pareil. Dans tous les pays d'Europe, là, comme il y a les nationalismes et les populistes, c'est pareil. Les populistes qui sont en Amérique, c'est pareil. C'est le même vent qui souffle partout. L'Afrique n'échappe pas à ce vent. Les États-Unis n'ont pas échappé à ce vent. L'Afrique n'échappe pas à ce vent. Chez vous, ici, là, vous n'allez pas échapper à ce vent. Et les populistes sont dans les deux camps. Aujourd'hui, les pires, pour moi, c'est ceux qui disent que ici, chez vous, par exemple, pour faire un clin d'œil à la droite, oui, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça, c'est Macron qui le dit. Pour moi, ça, c'est des paroles populistes pour plaire au Front National, en tout cas tous ceux qui sont d'obédience et de réflexion au Front National, parce qu'il y a un public à prendre là-bas, il y a des électeurs à prendre là-bas. Mais ils ne font que créer la division entre l'Afrique et la France. Parce qu'avant, nous, on se bat, et jusqu'aujourd'hui, contre la France-Afrique, mais aujourd'hui, si ça continue, et avec des réflexions à 2 balles comme celle de ce monsieur, ça ne va plus être un problème entre la France-Afrique et l'Afrique, ça va être un problème entre les Français et les Africains. Alors qu'on a toujours essayé de créer des ponts, mais ces gens créent la division. Aujourd'hui, des gens comme nous, quand on a ce type de réflexion, on nous dit nous attisons le sentiment anti-français. J'ai dit non, nous on attise le sentiment anti-France-Afrique, le système politique dont on ne veut pas, qui est un système néocolonial, qui est là pour prendre les matières premières. Ça, c'est un système qu'on appelle la France-Afrique. Ça n'a rien à voir avec les peuples de France et les peuples africains. On n'a pas de problème avec les Européens qui vivent très bien au Sénégal, les Français qui vivent très bien au Sénégal. Il n'y a jamais eu ce problème. Par contre, notre génération a toujours dit non quand les gens pompent nos matières premières et qu'on n'a rien à dire, même pour parler des prix du pétrole. On pouvait prendre le pétrole chez toi, tu n'as pas le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec le prix du pétrole », sinon on te crée une rébellion et après une destitution. C'est des choses qu'on a vues. On a vu ça avec le Congo, on a vu ça avec le Niger. Et c'est tout ça qui fait que quand les gens se rappellent tout ça, ce sentiment anti-français qui revient. Mais ce n'est pas un sentiment anti-français, il faut bien le comprendre, c'est un sentiment anti-France-Afrique. Et je vous invite à lire le livre de François-Xavier Verschave sur la France-Afrique. Vous comprendrez le distinguo entre France et France-Afrique. Dans le système France-africain, vous avez autant des Africains que des Français. Et tous ces gens qui concourent à ce système font beaucoup de mal à l'Afrique. Donc on les combattra. On va autant combattre des Sénégalais, des Burkinabés qui sont des France-Africains que des Français qui sont là, qui sont des France-Africains. Qu'ils soient de gauche en France ou de droite, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, les pires, c'est ceux qui sont au pouvoir en ce moment, et c'est eux qui attisent le sentiment anti-français. Quand un président français peut dire on va couper la coopération culturelle avec le Mali, le Burkina et le Niger, comment on peut dire ça? Un pays aussi culturel que votre pays, la France, qui va créer des ponts par rapport à la culture, ces derniers lieux de résistance, la culture, eh bien on dit on coupe ce pont. Le dernier pont qui pouvait faire qu'il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de ce ressentiment, on le casse. J'ai dit, attends, mais ces gens sont hyper dangereux. Mais ça, c'est les populismes. Chez nous, ça s'appelle aujourd'hui panafricanisme. Ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça peut être, je ne sais pas. Voilà, la droite. Mais c'est partout, c'est dans le monde.
On n'a pas le monopole. Et donc, les petits coups d'État que nous vivons là, attendez-vous à les voir aussi en Europe. Quelle que soit la forme que ça va prendre, le populisme et les nationalismes exacerbés à ce point vont causer les mêmes dégâts partout. Peut-être qu'on peut ajouter que ces ponts, ils sont possibles par l'éducation, la connaissance des uns et des autres. Et je voudrais juste faire un test. Alors, j'ai un jugement. Je vois que la première partie, c'est beaucoup de lycéens qui se sont assis. Est-ce que vous avez connaissance de qui est Frantz Fanon? Non? Thomas Sankara? Un peu plus? Nkrumah? Non. Vous voyez, ça va aussi commencer par ça, qu'on connaît peu finalement aujourd'hui en France ces figures de combat, de résistance et des figures très importantes sur le continent africain qui sont connues sur d'autres continents. Je crois que je ferai le même test aux États-Unis. Je pense qu'au Royaume-Uni, ils connaîtraient. En France, beaucoup moins. Donc ça va se faire aussi comme ça. Et peut-être avant de passer la parole au public, pour ceux ici qui veulent bien répondre, quelles sont pour vous aujourd'hui les figures contemporaines de la résistance en Afrique de l'Ouest, des résistances en Afrique de l'Ouest? Vous avez droit de répondre, Didier Awadi. Ça peut être aussi dans la culture, ça peut être... Du coup, vous voulez répondre? Oui, en tout cas, sachez que en tout cas, dans la musique, vous avez beaucoup de résistants. Je ne peux pas citer tous les collègues, mais il y en a beaucoup. Vous avez Tikenja Fakoli, peut-être vous connaissez. Ça, c'est des vrais résistants, des smokés. Voilà, toi, tu connais. Tu aimes la bonne musique. Mais tu ne peux pas faire des locks. Ça ne va pas tenir, frère. Non, mais en tout cas, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent du rap, du hip-hop ou du reggae qui essayent en tout cas de résister. Ce n'est pas facile. Il y a des pays où quand tu commences à résister, ou bien quand tu apportes une réflexion, on peut te traiter d'apatride. Je prends le pays de le Burkina aujourd'hui. Certains, on peut les traiter d'apatrides parce qu'ils auraient des doutes, parce qu'ils vont poser des questions. Mais nous, notre job, c'est poser des questions, c'est pas de plaire à ceux qui sont au pouvoir, tu vois. Donc, oui, des résistants, il y en a dans la musique, il y en a dans le journalisme, voilà. Si tu l'as invité, c'est pas pour rien. Il y en a dans beaucoup de domaines et c'est pas facile. Ils vivent des moments très, très, très difficiles. Il y en a beaucoup qui... Ouais, ils ont risqué leur vie. Il y en a qui sont en prison. En Afrique, en ce moment, c'est une période très difficile, une période où il est très difficile même de s'exprimer. Il est très difficile de s'exprimer. Par exemple, tu vas t'exprimer, par exemple, contre un système international. On va dire, non, toi, tu es mauvais, tu attises le sentiment anti-français. Tu vas dire, je suis contre le 3e mandat dans mon pays. On va dire, ah, toi, tu es contre le pouvoir dans ton propre pays. J'ai dit, mais attends, mais je suis le bienvenu nulle part. Je ne peux pas voyager. On va me dire, non, tu n'auras pas de visa parce que tu attises le sentiment anti-occidental. Chez toi, on va dire, ouais, tu n'auras plus d'activité parce que tu es contre le régime en place. Donc, voilà, la plupart des résistants, ce n'est pas souvent gai pour eux, mais on est debout parce qu'on croit que, voilà, un autre monde est possible. On va terminer là-dessus. Un autre monde est possible. On poursuit le débat de façon plus inclusive tous ensemble. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler. J'ai déjà vu une main se lever là-bas. Est-ce qu'on prend par peut-être série de 2-3 questions? Donc je vois une main aussi au milieu. Bon, alors, je vous invite à vous présenter. Et puis, oui. François Letondu, je suis de la Manche. Donc, vous avez déjà en partie répondu à la question pourquoi les vrais démocrates africains ne réussissent pas, parce qu'ils n'ont aucun soutien de nos dirigeants français et européens. Ce qui nous arrange, nous, c'est que ça ne bouge pas, même si c'est un dictateur. Du moment qu'on a les matières premières, c'est bon. Le reste, bon, je pense que vous l'avez dit clairement, mais je crois que c'est bon que les Français l'entendent aussi. Autrement, à propos des partis politiques, quand il y a des alternances et tout ça, moi, ce qui me pose un peu question, c'est que
en Europe, aux États-Unis, au Japon, dans les démocraties, ce qu'on appelle les démocraties, il y a un jeu d'alternance droite-gauche. Bon, bah, chacun a ses opinions, ça existe dans tous les pays. Par contre, chez vous, j'ai l'impression que vos partis sont beaucoup plus claniques et reposent sur l'appartenance à une ethnie. Et je ne vois pas naître des partis qui s'afficheraient ouvertement de droite ou de gauche, par exemple en Afrique. Donc là, je ne sais pas ce que vous pouvez répondre. Et puis, autrement, qu'est-ce que vous pensez aussi de ces nombreux jeunes Africains qui viennent en Europe? Certains en France disent, mais ils n'ont qu'à rester chez eux et puis à combattre chez eux. Je sais que ce n'est pas facile, bien sûr, mais qu'est-ce que vous répondez? Comment vous voyez l'avenir de l'Afrique aussi avec ces jeunes, en particulier des intellectuels, des médecins, tout ça, qui viennent en Europe, et on est en train de dépouiller aussi l'Afrique. Ah, d'accord. Bonjour, Christine Holzbauer, je suis journaliste, spécialiste de l'Afrique. J'ai longtemps vécu au Sénégal, où je connais bien Didier depuis le début de son combat. Il y a un élément dont vous n'avez peut-être pas suffisamment parlé, qui est très important, semble-t-il, quand vous avez analysé les causes des coups d'État. C'est en fait, quand on est président en Afrique, il n'y a pas de vie après la présidence. Rien n'est prévu. Ce qui peut expliquer aussi qu'un certain nombre d'entre eux s'accrochent au pouvoir, ce qui ensuite déclenche les coups d'État parce qu'ils veulent faire un mandat de mandat, parce que le système est fait de telle façon, et peut-être encore là, la jeunesse de la démocratie en Afrique et le manque d'alternance fait que c'est quand même une grosse épine. Tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas de sécurité sociale en Afrique, hein, il n'y a pas d'État-providence, il n'y a pas de retraite pour un président avec des 6 000 ou 10 000 euros par mois, tout ça n'existe pas. Donc quand on quitte le pouvoir, si on ne s'est pas enrichi au pouvoir, on est souvent en grande difficulté, aussi par rapport à sa propre famille, et puis surtout après on risque de vous poursuivre. Donc là je crois que si on devait faire des réformes, comme vous les suggériez, pour travailler vers un autre système, ce serait peut-être une réflexion à avoir pour éviter peut-être des coups d'État. Je vais répondre rapidement sur les partis politiques. C'est une question très... Voilà, moi je vais répondre à monsieur en partie. La question des partis politiques est très intéressante parce qu'il faut savoir que c'est une classe politique dans sa totalité qui est rejetée aujourd'hui parce qu'il y a eu notamment des jeux d'alliance de pouvoir avec des allers-retours entre une dite opposition et des positions ministérielles qui ont été accaparées par une même élite, finalement. On peut même, dans certains pays, si on prend un pays comme la RCA, qui est intéressante de ce point de vue-là, pour sortir de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle le carrousel de Bangui. C'est des chercheurs qui ont parlé de ça, c'est très intéressant, avec les mêmes élites qui passent de fonctions gouvernementales à une fonction d'opposition à la rébellion armée ou à l'exercice de responsabilité au sein des ONG. Donc c'est très intéressant de voir cette élite qui se recycle en réalité. Mais le point par ailleurs que vous soulevez, c'est celui de l'absence de fonction programmatique, comme on le qualifie en sciences politiques, des partis politiques africains, qui certains jouent en effet sur l'appartenance identitaire et communautaire, mais qui, attention, joue aussi beaucoup sur les internationales. Du côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui, est identifié à l'international libéral, mais le fameux PNDS, qui est au cœur, on en parle beaucoup des militaires aujourd'hui au Niger, mais le parti au pouvoir appartient à l'international socialiste. C'était aussi le cas du président Ibeka au Mali. Et moi, je pense justement que la confiance qui a été accordée à l'origine à ces dirigeants qui faisaient partie de cette internationale
par notamment le gouvernement, enfin, et par François Hollande lui-même, a joué dans ce que je qualifierais d'une certaine naïveté quant à la fiabilité de ses interlocuteurs. Donc moi, je dirais qu'il y a une très faible fonction programmatique, tout comme on le voit quand même un peu chez nous ou ailleurs aussi, mais qui joue quand même sur des obédiences qu'on qualifie de gauche ou de droite. C'est plus en termes de libéral et socialiste. Moi, je trouve qu'il y a ces distinctions qui se font. Mais en tout cas, savoir que ta question de savoir quelle figure de la résistance, en tout cas, personne, je pense, en Afrique ne vous citera une figure de l'opposition politique comme une figure de la résistance. Elle est perçue comme appartenant au système, en fait. Juste pour compléter, s'agissant des opposants, beaucoup de gens disent aujourd'hui, et tous les opposants qui ont été soutenus sont devenus, voilà, sont devenus des dictateurs. Après, quoi. Donc, du coup, il y a cette méfiance. Et je voulais surtout intervenir par rapport aux partis politiques. Je voudrais juste poser la question à savoir le nombre de partis politiques qui existent en France. Juste donner un exemple, au Mali, on a plus de 200 partis politiques. D'une poignée de partis politiques dans les années 90, au moment de l'accession à la démocratie, au moment de l'avènement de la démocratie, on se retrouve aujourd'hui avec plus de 200 partis politiques. Je me pose dans cette condition, est-ce qu'on peut parler de conviction? C'est très difficile. Et le plus souvent, on ne vote pas pour un programme, on vote pour la personne du président du parti. Et il y a une forte confusion entre le président du parti et le parti lui-même. On a cette histoire au Mali. Quand un président d'un parti décède, le parti est éclaté en 10 morceaux. Parce que c'est le président qui finançait entièrement le parti politique qui était devenu de facto son patrimoine personnel. Et à cela, il faut aussi parler d'un facteur qui est important. Je sais que aussi certains me diront qu'on ne vote pas aussi ici, mais en Afrique, on ne vote pas. On ne vote pas. On peut dire que les populations ne participent pas au choix des dirigeants. Et rarement, dans les élections présidentielles au Mali, on a atteint 30% de taux de participation. Donc, je pense que c'est aussi ce questionnement auquel on doit arriver aujourd'hui. Est-ce qu'il y a cet intérêt vers ce mode de désignation des dirigeants? Si les populations, les citoyens ne s'y retrouvent pas. Celui-là, un paysan au Mali qui est au fond de la région de Ségou, peu importe de celui qui va être élu président ou pas, parce que pour lui, il va dire que c'est toujours la même chose. Et pour finir, en ce qui concerne la vie après la présidence, il y a certainement bien sûr, il y a des mesures, mais peut-être ce n'est pas beaucoup. Il y a des fonctions d'anciens présidents qui sont reconnues aux anciens présidents, bien sûr, avec une maison d'astreinte, et puis voilà. Peut-être ce n'est pas au niveau souhaitable, mais il faut quand même se dire que, étant président en Afrique, tu t'es habitué à un train de vie que tu ne pourras plus jamais supporter après. C'est ça le problème. Et aussi, après la présidence, sachant bien que il y a un comédien ivoirien qui dit que le président et les prisonniers, c'est la même chose. Et parce que souvent, le président, après, chez nous, le plus souvent, après la présidence, c'est souvent la prison. Et généralement, la distance n'est pas... Voilà. Et du coup, tu te dis, mais est-ce que je dois partir? Si je pars, je suis un futur prisonnier. Parce que je sais que j'ai commis des bêtises. Donc, c'est des problèmes aussi fondamentaux auxquels on ne touche pas assez. On ne touche pas assez. Donc, le monsieur qui est au pouvoir, il y a deux choses. S'il accepte de partir, alors il va se faire remplacer par quelqu'un de confiance pour couvrir ses arrières. Et on peut parler du Niger. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, c'est des questions, malheureusement, qui ne sont pas posées sur la place publique. Alors qui constituent, à mon avis, des facteurs importants dans l'instabilité que nous vivons dans certains pays du Sahel. Merci. Alors, on peut peut-être même... Oui, on peut peut-être même dire en Afrique francophone, on ne vote pas, ou les présidents n'ont plus rien derrière, parce qu'au Kenya, les élections ne se passent pas toujours bien, au Kenya, en Afrique du Sud, au Botswana, au Nigeria, on a des successions quand même. Merci. Bon, sur les partis politiques, l'absence d'approche programmatique, le problème c'est qu'aujourd'hui, même ici en France, personne ne sait qui est de droite, qui est de gauche encore. Il voit le symbole, c'est Macron.
Il est de quel côté? Personne ne sait s'il est de droite ou de gauche. Donc, il y a une crise. Cette crise des idéologies touche aussi l'Afrique. Notre problème, et ça c'est ce que je dis souvent, on a cloné la démocratie en Afrique. Mais les clones, ils reproduisent davantage les tares du gène que les éléments de marche. Donc, ils grossissent davantage les tares. Nous avons pris la démocratie, ou nous sommes venus à la démocratie en Afrique, au moment où il y a déjà trop de problèmes dans les pays de tradition démocratique, où même le format est déjà en discussion et en contestation. Quand on a regardé un peu les Gilets jaunes l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ici, c'est une autre forme de démocratie qui n'est plus, évidemment, ils sont plus satisfaits de celle qui est là. Et l'autre élément, ce sont les élections. Il se trouve que nous n'avons pas trouvé la formule jusqu'à présent pour intéresser les gens aux élections, et notamment les jeunes. Moi, j'ai été président d'une commission électorale. Lorsque vous regardez la pyramide de la liste électorale, nous sommes, pour les jeunes, environ plus de 70% des jeunes ont autour de... En fait, la population de 35%, c'est environ 70%. Mais quand vous regardez la pyramide du fichier électoral, le bas est très effilé. Et le haut est plutôt, on dirait un kwashokor. C'est-à-dire que quelqu'un... J'aime dire que le fichier électoral burkinabé, africain de façon générale, est un fichier qui est atteint du kwashokor. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous ne connaissez pas? C'est la maladie d'absence de vitamines qui fait gonfler le ventre des enfants. J'ai pas le kwashokor. Voilà. Donc, quand les enfants sont malnutris, en général dans les pays pauvres, ils attrapent ce qu'on appelle le kwashokor, et qui est donc une maladie, évidemment, qui donne de gros ventres. Donc, vous avez une pyramide des électeurs dont le sommet est très gros et le bas est large. Et non, plutôt le bas est mince et le sommet est gros. Alors que ça devait être l'inverse, si vous devrez le mettre en parallèle avec la population. Donc, très peu de jeunes s'inscrivent sur les listes électorales. Ce qui fait que les élus, les présidents, n'ont pas ce que j'appelle aussi le matelas de légitimité assez épais. Donc, quand le matelas n'est pas épais, quand vous vous couchez dessus, après, vous commencez à avoir des côtes. Et tout ça, c'est ça là, c'est un peu dans ce sens-là que nous fonctionnons un peu avec notre démocratie en Afrique. Maintenant, sur les garanties, il y en a de plus en plus. Ce qu'on donne au chef de l'État, ce qu'on appelle la liste du président à la retraite, c'est au-dessus de ce que l'on sert aux professeurs d'université. De très loin. Or, on se considère quand même que dans nos pays, les échelons les plus élevés, en général, c'est les professeurs d'université et les grands professeurs, les médecins et tout ça. Donc, c'est au-dessus de ça. Donc, c'est quelqu'un qui a, du point de vue de la rémunération et de la liste, parce qu'il a un chauffeur, des voitures renouvelées tous les 2 ans, etc., etc. Mais comme l'a dit Traoré, il ne te trouvera jamais, je vais dire, sa vie de président. Parce que même ici, je me rappelle de l'histoire de Chirac qui se plaignait qu'au lendemain, quand il a quitté l'Élysée, son téléphone ne sonnait plus et il a même déprimé. Je me dis, ce n'est pas seulement pour le téléphone qui ne sonne pas, c'est pour les autres avantages aussi qu'il n'a plus. Voilà, donc c'est un élément qui ne peut pas justifier le fait qu'on ne parte pas. Mais bon, il y en a qui... On le met sur la table. Moi, je pense que la question essentielle, évidemment, c'est il faut que les opinions mûrissent davantage. Il faut qu'il y ait une culture démocratique de plus en plus ancrée. Parce que qu'est-ce que l'on constate chez nous aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on regarde ce qu'on pourrait appeler les partisans du coup d'État? La plupart sont constitués de jeunes qui ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans, qui sont justement ceux-là qui n'ont pas pu aller à l'école dans les années 1980, au début des années 2000,
puisque le taux de scolarisation est extrêmement faible dans nos pays. Et ces gens laissés pour compte s'agrègent aujourd'hui à une technologie qui est beaucoup avancée, qui permet de donner de l'importance à n'importe qui sont donc les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de savoir lire pour utiliser le WhatsApp. Et ils excellent. Si vous regardez aujourd'hui dans nos différents pays, ce sont eux qui occupent l'espace des réseaux sociaux. Et ils savent très bien les manier. Ce qui fait qu'une autre opinion se crée, pas forcément forgée selon les éléments que nous avions comme valeur, mais sur d'autres éléments extérieurs et qui deviennent de plus en plus les éléments de la société qui, à court ou à moyen terme, risquent de poser énormément de problèmes. Et puis, il n'y a plus aussi la question de fond, c'est que nous avons beaucoup de jeunes, parfois non formés, mais même ceux-là même qui ont reçu des diplômes, le marché de l'emploi est relativement faible et les possibilités d'aller ailleurs ne sont plus possibles. Donc il y a un cocktail aujourd'hui autour de ces questions-là, que si ce n'est pas vraiment pris à bras le corps, dans les années à venir, ce qu'on a vu, ce qu'on commence à voir, est un prémisse d'une explosion sociale dont personne ne peut imaginer l'ampleur. Monsieur avait parlé de l'immigration, ces hordes de jeunes qui viennent ici. Oui, je pense qu'ils viendront ici parce qu'ils se disent qu'ici, on vit mieux. À un moment, il y avait un trop-plein en Europe. Les Européens sont allés partout dans le monde. Si vous regardez la carte de l'Europe, elle est toute petite, mais c'est le seul peuple qui sont allés partout dans le monde. Amérique, c'est Inde là-bas, Asie, les Européens. Afrique, toute l'Afrique, 54 pays, ils ont décidé que c'était chez eux. D'ailleurs, c'est eux qui ont dessiné les pays. Là, c'est à toi, là, c'est à moi. Après le fleuve, c'est à toi, ici, c'est à moi. Ça, c'est les Européens qui ont fait. Les mêmes Européens qui ont divisé, qui ont colonisé, qui sont allés partout, aujourd'hui se disent, oui, mais ils viennent chez nous. On ne comprend pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous, on n'avait rien demandé non plus. Tu vois? Et puis, c'est pas grave si tu viens pour aller à la plage. Tu es le bienvenu. Mais tu viens, tu prends les matières premières. Le truc qui aurait pu nous rendre riches, tu prends tout. Jusqu'à la dernière, tu prends tout. Tu vas prendre l'uranium au Niger et tu ne l'aides même pas à avoir du courant. Mais à un moment, il ira vers là où il y a de la lumière, parce que lui, il veut juste de la lumière. Il se dit, il y a de la lumière au nord, je vais là-bas. Il ne se pose pas de questions. Et c'est légitime. Quand les Européens sont allés en Amérique, c'était légitime. Parce que les êtres humains se déplacent pour vivre mieux. Est-ce que nous sommes moins humains que les autres? Les Africains qui viennent ici, qui arrivent en Europe, sont les moins nombreux. Sont les moins nombreux qui arrivent dans ce pays. Les Africains sont les moins nombreux. Et pourtant, eux, on nous dit on n'a pas le droit de voyager parce qu'on est noir. On n'a pas le droit de voyager parce on devrait être très pauvre parce qu'on est noir. En plus, après le 11 septembre, tu es noir, tu es pauvre, tu es musulman, tu es sûrement terroriste. Tu ne peux pas venir. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête cette négrophobie. Aujourd'hui, pour avoir un visa, si vous voulez avoir un visa pour venir vous soigner, parce que vous avez l'habitude de vous soigner en Europe, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas arriver. Il y a un chanteur guinéen, est-ce qu'il y a des Guinéens ici? Il y a un chanteur guinéen, Mori Kanté, Yeke Yeke, vous connaissez? Qui n'a pas pu venir se soigner, faire ses soins habituels dans ce pays à qui il a tout donné pour la culture. Il voulait venir pendant le Covid pour se soigner, faire ses soins comme chaque année. Il n'a pas eu de visa, il n'avait même pas de rendez-vous. Et il est mort de ça. Le nombre de personnes qui doivent venir se soigner ici, qui n'ont pas le droit.
Et tous les jours, nous accueillons des gens chez nous, des Européens sans visa, des Français sans visa. Aucune tracasserie dans les ambassades, aucun délit de faciès dans les ambassades. Mais aujourd'hui, par exemple, si moi, qui suis un gros voyageur, je dois demander un visa pour, par exemple, la France, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai un rendez-vous. Ma sœur, qui est directrice d'une grosse banque à Dakar, était obligée, parce qu'elle connaissait l'ambassadeur de la République tchèque, de trouver un visa là-bas, alors qu'elle avait un rendez-vous de travail ici. Elle est directrice de banque. Parce qu'il y a ces problèmes. Donc, et quand vous fermez la porte et les fenêtres, eh bien, les gens ils passeront par le désert, par la mer. Et le problème, c'est ça. Et les gens, ils vont faire comme les Européens, ils iront vers là où l'herbe est un peu plus fraîche. Mais l'idée pour nous, ce n'est pas de rester. Moi, j'ai fait toute une carrière internationale. J'ai été signé à Londres. J'ai fait le tour du monde. Je ne vis pas ici parce que je vis très bien chez moi. Et les autres aussi, quand ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas en tourisme. Ils viennent pour travailler. Et quand ils ont fini, ils rentrent. Mais quand tu les empêches de circuler librement, ils se disent, puisque je suis arrivé clandestinement, je reste, parce que je n'aurai plus jamais l'occasion. Les États-Unis, pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu veux un visa, on te donne 10 ans. Tu pars, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars, tu viens. Et tu contribues à l'économie locale. Parce que tout ce que tu prendras, il y aura des taxes. Ici, tu contribues, mais on ne te considère pas comme étant un être humain. Je ne dis même pas citoyen. Parce qu'au final, c'est ça. Et tu as le président qui dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et c'est ce gars qui va soutenir des régimes impopulaires, des fils de régimes comme au Tchad. Parce que le Tchad, pourquoi justement il a soutenu? Parce qu'il y a énormément de pétrole. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils aiment le Tchad, parce qu'ils aiment la chaleur du Tchad. Ils aiment le pétrole du Tchad. Aujourd'hui, pourquoi on leur dit qu'il faut quitter le Niger? Non, parce que Areva, c'est l'électricité là qu'on a. Areva, c'est l'uranium du Tchad, c'est cette électricité, directement. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre pourquoi les gens partent. Les gens ne viennent pas parce que, voilà, partout, parce qu'ils aiment le PSG, ils veulent voir Mbappé jouer. Non, c'est pas ça. Ils aiment bien Mbappé. Et puis, moi, je pense que je suis dans une réflexion où je me dis, pour que les gens comprennent à quel point ça fait mal d'être considéré comme de la merde, il faudrait qu'on aille à la réciprocité. Je pense qu'il n'y a que comme ça que les gens vont comprendre à quel point tous les jours, il y a des atteintes à notre dignité. Tous les jours que tu fais, il y a une atteinte à ta dignité. On te rappelle que non, il y a les droits de l'homme, les droits humains, mais il y a les droits de... Ça dépend de quel homme. Il ne faut pas déconner non plus. D'ailleurs, quand ça a été pensé, je pense que ça n'a pas été pensé pour tous les hommes, pour tous les humains. Bon, enfin. Alors, j'ai la lourde responsabilité de dire que nous allons devoir nous arrêter là. Je sais que ça peut être très frustrant pour ceux qui avaient d'autres questions. Je crois qu'on voulait vraiment parler de l'Afrique et on est toujours revenu dans un fil rouge sur cette relation avec la France, sur les politiques actuellement de la France vers le continent africain. Ça montre qu'il y a beaucoup de passion, de ressenti, de questionnement. Et ce qu'on peut faire, c'est de vous inviter à vous informer, à vous éduquer sur ces questions-là, à comprendre. C'est aussi une forme de résistance. Après 10 ans de présence de la France dans le Sahel, finalement, la question est très peu venue dans le débat public. En France, on a très peu questionné les politiques que nous avons eues là-bas. Et actuellement, il y a un impact, il y a des impacts, il y a des effets très graves à la fois pour les pays africains et aussi tout simplement pour notre pays, pour les politiques de la France. Donc renseignez-vous, essayez de comprendre. Et alors, je ne peux pas m'empêcher, l'indépendance, il y a des sacrifices à assurer. Quand il y a des responsables, il y a des devoirs qu'il faut assurer. Donc la dernière chanson de Didier Awadi.